Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous pour ces assises de la citoyenneté organisées par Ouest France. C'est un événement important et pour moi c'est en plus un thème important qui a été choisi cette année avec ce sujet de l'égalité des chances qui est évidemment au cœur de la mission que j'assume. J'aurais préféré être physiquement avec vous, c'était ce qui était prévu. Malheureusement j'ai eu un empêchement de dernier moment, mais je tenais à vous dire ces quelques mots qui, j'espère, pourront permettre d'avoir toutes les interactions prévues avec les différents acteurs qui vont parler aujourd'hui de cette question qui est si importante au cœur de notre pacte républicain. À mes yeux, l'école est évidemment le premier facteur d'égalité des chances. Et c'est d'ailleurs au cœur de la mission générale que nous avons pour ce gouvernement, qui est de donner sa chance à chacun, notamment par l'émancipation que permet la formation et que permet le travail. C'est essentiel et nous avons une belle tradition française en la matière, mais nous savons en même temps que depuis un certain nombre d'années, cette base du contrat social et du contrat républicain s'est un peu fragilisée. Et pour avoir des stratégies concrètes permettant d'arriver à plus d'équité, plus d'égalité dans notre système grâce à l'éducation, je pense qu'on doit avoir les idées claires sur les facteurs qui permettent cette égalité sociale. Le premier d'entre eux, pour moi, c'est de bien dire qu'il y a élévation du niveau général et justice sociale intimement liées au cœur de la mission de l'école de la République. Pour moi, l'élévation du niveau général permet la justice sociale et la justice sociale permet l'élévation du niveau général. Exemple type, le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d'éducation prioritaire et en réseau d'éducation prioritaire renforcé va au cœur de la lutte contre les inégalités, parce qu'il s'agit de lutter contre la première des inégalités, celle qui est devant le langage, de le faire le plus tôt possible dans la vie, et ainsi de réduire, voire en finir avec l'écart que l'on peut constater entre les résultats des élèves des territoires les plus défavorisés et les résultats des autres élèves. Lorsque l'on fait ceci, on a évidemment une action de justice sociale très profondément et ressentie comme telle par les parents de ces élèves. Je le vois en permanence quand je suis dans les classes, à la rencontre des élèves, de leurs parents et des professeurs. Mais aussi, on contribue à l'élévation du niveau général parce que c'est tous les enfants qui sont concernés par cette volonté d'élever le niveau et de faire en sorte que chacun sorte de l'école primaire en sachant lire, écrire, compter, respecter autrui. Cette égalité est absolument essentielle. Elle va évidemment avec d'autres choses. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 concerne aujourd'hui 190 000 élèves. Il en concernera 300 000 à la rentrée prochaine. C'est donc très conséquent quant au nombre d'élèves concernés. Mais c'est l'ensemble des élèves qui sont concernés par cette ambition de faire de l'école primaire la base de cette équité dont nous avons besoin. C'est pourquoi d'autres actions sont entreprises. En ce moment même, il y a par exemple les évaluations de mi-parcours de CP. Eh bien, cela est fait pour s'assurer qu'aucun élève ne sorte du CP en n'ayant pas acquis ce qu'il ou elle doit avoir acquis en sortant. Parce que nous savons bien que si nous ne faisons pas des choses comme cela, eh bien, nous laissons passer des difficultés qui ensuite vont devenir de plus en plus grandes dans la vie. Et donc, c'est la raison qui fait que j'ai affiché l'école primaire comme étant la première de mes priorités, parce que je sais bien, comme beaucoup, que c'est en luttant dès les premières années de la vie contre les facteurs de l'inégalité que l'on peut être le plus efficace. Et je le répète, l'égalité ou l'inégalité devant la langue est justement la question majeure. Nous devons travailler pour que la qualité de notre enseignement, qui passe par de nombreux facteurs, comme par exemple la formation des professeurs, qui va connaître une réforme importante au travers de la loi pour l'école de la confiance que je présenterai au Parlement au cours des prochains jours, et bien que ces différents facteurs viennent donner cette qualité à laquelle tous nos élèves ont droit. Bien sûr, l'égalité des chances, c'est aussi savoir personnaliser les parcours, savoir donner plus à ceux qui ont besoin de plus. Cela passe par exemple au collège par l'opération Devoir fait, qui de nouveau permet et l'élévation du niveau général et la justice sociale, pour que les élèves puissent travailler dans un bon environnement et pour qu'on puisse compenser ce que les circonstances familiales parfois créent comme inégalité, parce qu'elles ne sont pas les mêmes d'un élève à l'autre. Auparavant, on disait parfois... certains disaient il faut donner des devoirs parce que ça va permettre tout simplement aux élèves de faire des exercices et donc de hausser leur niveau. Mais d'autres disaient non, il ne faut pas en donner parce que cela accentue les inégalités entre les familles. Eh bien, les uns et les autres avaient en bonne partie raison. Mais une mesure comme Devoir fait donne raison aux uns et aux autres. C'est-à-dire, elle permet oui, de donner des devoirs parce que c'est important pour les élèves, mais aussi elle permet de compenser les inégalités entre les familles en faisant les devoirs au collège. Et ceci
enclenche un cercle vertueux de cette école de la confiance dont je parle souvent, parce que ça change la relation élève-professeur, ça change aussi la relation entre les parents et l'école, et même entre les parents et les enfants, parce que quand les enfants rentrent à la maison avec les devoirs faits, c'est évidemment aussi au service d'une bonne atmosphère familiale, nous le savons tous. La réforme du lycée est non moins essentielle pour cette lutte pour l'égalité, parce qu'elle permet là aussi de donner plus de liberté aux lycéens, mais aussi de reconnaître beaucoup plus la diversité des parcours. La réforme à laquelle j'attache une importance toute particulière, c'est celle du lycée professionnel. On ne doit plus aller au lycée professionnel parce qu'on a eu un mauvais bulletin en troisième ou parce qu'on ne sait pas très bien où aller. Demain, on ira au lycée professionnel à chaque fois parce que tout simplement, il y a là un projet qui fait envie, une pédagogie qui fait envie, des campus qui font envie, des domaines d'action qui ouvrent vers le futur. La révolution numérique, si essentielle pour la société dans laquelle nous sommes en train d'entrer, la révolution écologique, cette transition dont nous avons besoin pour faire évoluer notre économie et notre société, tous ces éléments qui sont clés pour notre société du futur, eh bien, vont être de plus en plus clés pour le lycée professionnel, parce que cela change aussi les métiers et qu'il y a donc des opportunités d'avenir autour de ces grands enjeux. Concrètement, la réforme du lycée professionnel, qui s'enclenche en cette rentrée 2019, va donc permettre d'ouvrir des perspectives à nos lycéens professionnels, pour leur insertion professionnelle, mais aussi pour la suite de leur parcours s'ils décident d'aller dans l'enseignement supérieur. Et c'est ainsi d'ailleurs que, dès la dernière rentrée, nous avons ouvert plus de places en BTS pour les bacheliers professionnels, parce que c'est en BTS qu'ils réussissent quand ils choisissent d'aller dans l'enseignement supérieur. C'est de la véritable justice sociale concrète que de faire cela. Pour la voie générale et technologique, il y a aussi des nouvelles évolutions. Et s'agissant de la voie générale, vous le savez, à la rentrée prochaine, nous en finissons avec la voie SES et L pour remplacer cela par un choix beaucoup plus grand pour les lycéens. Là aussi, c'est une façon, évidemment, de travailler sur la réussite des élèves, et notamment la réussite des élèves dans l'enseignement supérieur. Nous voulons donner du sens aux choses. Lorsque un élève préparera le bac, désormais, il le préparera, non pas pour le bac lui-même, mais parce que cette préparation l'amène à réussir ce qui suit le baccalauréat. En clair, nous voulons faire développer des compétences qui vont être utiles tout au long de la vie. Lorsque, par exemple, on instaure l'oral de façon solennelle, comme épreuve finale du baccalauréat, eh bien on envoie un signal à tout le système scolaire, depuis la maternelle jusqu'à la terminale, pour dire oui, c'est important que chaque élève, en confiance, sache s'exprimer, argumenter, écouter les autres. Compétence fondamentale dans la vie qui va se développer à la faveur de cette réforme. De la même façon, d'autres évolutions vont dans le même sens. Le contrôle continu, par exemple, est une manière aussi de permettre que tout ne se joue pas dans 1 ou 2 semaines d'examen, mais dans un travail en continu. Et puis, bien entendu, la possibilité d'avoir des enseignements de spécialités divers permet là aussi de mieux personnaliser les parcours et de dire à chaque élève que le but, c'est de choisir des domaines qu'il ou elle aime. Et c'est parce qu'on aime ce que l'on fait qu'on l'approfondit davantage. De nouveau, on va retrouver l'objectif d'élévation du niveau général et de justice sociale. Il est très important ainsi de comprendre la cohérence et la logique de ce qui se joue. Nous voulons une école et un collège qui donnent à tous les enfants de France le support fondamental dont on a besoin dans la vie, le socle de connaissances, de compétences et de culture. Cette compétence que nous donnons à tous, nous la devons à tous. Et puis nous voulons, à partir de la classe de seconde, à partir de l'âge du lycée, que quelle que soit la voie choisie, générale, technologique, professionnelle ou l'apprentissage, eh bien, ce soit une voie d'excellence avec une diversité des parcours. Nous devons avoir une compétence, une conception diverse de l'excellence. Il n'y a pas une excellence. Chaque élève, chaque enfant, chaque adolescent a un talent, et même souvent plusieurs talents. Et nous devons faire levier avec ce talent. C'est cela qui assurera beaucoup plus d'équité dans notre pays. Et puis nous devons préparer nos enfants à ce monde qui vient, où les métiers changent, où on va se former tout au long de la vie de plus en plus, et où donc la capacité d'adaptation, l'amour de l'apprentissage, le fait d'aimer apprendre, le fait de savoir apprendre, et donc nous devons leur apprendre à apprendre, toutes ces compétences, nous devons les leur donner, et c'est cela qui assurera la plus forte justice sociale. Il y a donc une cohérence de l'ensemble des réformes entre elles. Elles visent cette élévation du niveau général et cette justice sociale qui sont au cœur de ces politiques publiques, mais elles s'accompagnent aussi d'une politique pour les territoires. Il est absolument essentiel que nous ayons une vision équilibrée et équitable des territoires. Et nous le savons tous, c'est fortement dans notre actualité. C'est pourquoi
j'ai considéré depuis le début que nous devions particulièrement accompagner les écoles rurales. Les écoles primaires rurales réussissent bien, plus que la moyenne nationale, mais nous devons contribuer à une régénérescence des territoires en appuyant l'école primaire rurale, autrement dit en la rendant très attractive, pour que des familles s'installent autour de ces écoles, pour que les villages renaissent grâce à une école dynamique. L'école primaire rurale n'est pas une école du passé, elle doit être une école du futur. Et c'est donc cette ambition pour les territoires qui se traduit aussi par ce que nous avons fait en implantant de façon volontariste des enseignements de spécialité de lycée dans les territoires périphériques, que ce soit en banlieue ou que ce soit dans les territoires ruraux. Parfois on me dit la réforme du lycée pourrait créer plus d'inégalités parce qu'il y a des implantations de spécialités différentes d'un lycée à l'autre. En réalité, nous avons de façon volontariste implanté les spécialités attractives dans les lycées qui justement avaient besoin d'un surcroît d'attractivité. Et donc nous nous sommes servis de cette diversité des possibilités comme d'un levier pour lutter pour l'égalité sociale. Encore une fois, la véritable égalité sociale ne viendra pas de l'uniformité. Elle viendra au contraire de notre capacité à avoir une attention particulière à chaque élève et donc une personnalisation des parcours. Par exemple, en étant capable de tenir compte du handicap, en étant capable de tenir de la particularité de chaque enfant, mais aussi en étant capable de tenir compte de la particularité de chaque territoire. C'est ce qui va nous faire renouveler aussi notre politique de l'éducation prioritaire. Et donc la personnalisation, la diversité des parcours est au service de la justice sociale. Cette modernisation du système scolaire français est au service du contrat social français. Il est essentiel que nous permettions à tous les enfants de France, grâce au système scolaire, d'entrer dans la vie d'un bon pied, d'être capable de tenir compte des particularités de chacun et d'avoir une ambition haute pour tous. Cette ambition pour chacun, elle est aussi une ambition pour le pays. Si tous les élèves sortent avec un diplôme, avec une joie d'apprendre, avec une capacité à se projeter dans le futur avec optimisme, il est évident qu'on fait du bien à chacun, mais qu'on fait aussi du bien à notre pays. C'est autour de ces enjeux que nous travaillons, c'est autour de ces enjeux que nous sommes mobilisés, et c'est autour de ces enjeux qu'il y a une cohérence des réformes éducatives en France aujourd'hui. Ces réformes éducatives ne concernent pas que l'école, elles concernent aussi les enjeux périscolaires et extrascolaires, parce que j'ai aussi la jeunesse et la vie associative, avec un secrétaire d'État, Gabriel Attal, qui m'aide pour cela. Et lorsque nous travaillons pour le plan mercredi, lorsque nous travaillons pour le renouveau des colonies de vacances, lorsque nous travaillons pour avoir une vision complète du temps de l'enfant, lorsque nous travaillons sur le sujet des internats, toutes ces questions-là qui s'intéressent au contour de la vie de l'élève, pas seulement à ce qui se passe en classe, ou dans la cour de récréation, mais aussi à ce qui se passe dans la vie de l'élève pour aider l'élève à réussir, ces enjeux-là sont évidemment essentiels aussi pour la justice sociale. Une vision donc complète du temps de l'enfant, une vision complète de l'espace de l'enfant, en lien avec les collectivités locales, en lien avec les associations, avec tous les acteurs, pour créer aussi plus de liens intergénérationnels dans notre société. C'est aussi cela qui créera du lien et donc de l'égalité. On le voit bien, l'ensemble de ces enjeux de l'école sont articulés avec les enjeux de la République. Travailler pour une école plus juste, c'est travailler pour une République plus juste. Et dans d'autres domaines que le domaine scolaire, c'est d'une certaine façon les mêmes défis que nous avons. Comment créer l'émancipation de chacun? Comment faire en sorte que chacun soit maître au maximum de sa vie, notamment grâce à ses compétences? Comment faire en sorte que chacun soit maître de sa vie parce que nous serons davantage dans une société où on se fait confiance, où on a du lien social, où on sait travailler en équipe, où on sait aussi comprendre le monde qui vient, puisque nous sommes entrés dans une civilisation de plus en plus numérique, de plus en plus mondiale, avec les périls, mais aussi les opportunités qui vont avec cela. Dans ce monde complètement nouveau, nous devons réussir à nous projeter et à permettre notamment à nos jeunes de se projeter avec optimisme. Il est donc très important de sentir qu'il y a les enjeux scolaires, bien entendu, mais il y a aussi les enjeux du contrat social. Nous sommes dans une période de grand débat, où justement la France a la possibilité, de manière démocratique, républicaine, d'inventer son futur par son intelligence collective, par l'intelligence de ses citoyens. C'est donc un moment très particulier que le moment que nous vivons. Et moi, je veux le voir avec un esprit positif, et je veux le voir avec, évidemment, un esprit démocratique, c'est-à-dire une capacité à nous écouter les uns les autres pour arriver à avoir des résultats concrets au service du pays. Merci à tous.